Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde. Je suis Grégoire Vialon, manager supply chain chez Wavestone. Je suis ravi d'animer aujourd'hui cette conférence. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un défi qui va façonner l'avenir de nos supply chains. Ce défi, c'est la gestion du risque. Alors, si on remet un peu de contexte. Nous sommes dans un monde caractérisé aujourd'hui par, vous le savez, une instabilité géopolitique, une urgence environnementale, un contexte réglementaire qui évolue. Et donc la présence du risque supply chain n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Nous avons vu également ces dernières années l'apparition de méga-crises. Alors il y en a quelques-unes qui sont affichées sur la diapositive que vous pouvez voir. Et ces méga-crises, elles impactent directement nos chaînes logistiques. En parallèle, nous avons ces dernières années transformé nos supply chains pour répondre aux exigences de nos clients qui sont toujours plus fortes, également répondre à un environnement qui est toujours plus compétitif. Et alors, quand je parle de transformation, je parle notamment d'extension de la supply chain, d'internationalisation de la supply chain. Et ces transformations, bien que nécessaires, elles ont parfois complexifié et fragilisé nos supply chains. Alors, à l'ère des incertitudes, une question subsiste. Quelle stratégie et approche à mettre en œuvre pour à la fois garantir la continuité de nos activités et garantir une bonne performance pour nos entreprises? Alors pour répondre à cette question vitale, j'ai le plaisir d'accueillir 3 experts de renom aujourd'hui. Thierry Blin, bonjour. Vous êtes directeur de la gestion des risques chez Renault Group. Vous allez pouvoir nous témoigner de votre expérience en matière de gestion de risques, notamment dans l'un des secteurs les plus touchés par les récentes crises, le secteur automobile. Lucas Silipo, bonjour. Vous êtes chef économiste et supply chain stratégie chez Geodis. Vous allez nous apporter votre regard sur les meilleures stratégies à adopter. Et enfin, Guillaume Walline, bonjour. Vous êtes directeur des partenariats stratégiques chez Prewave. Prewave est un éditeur de logiciels en matière de pilotage de risque, fondé sur un moteur d'intelligence artificielle. Juste un dernier point avant de lancer cette table ronde. Nous avons ouvert un Bicas sur lequel vous pouvez poser vos différentes questions. Nos experts tenteront d'y répondre en fin de session. Sans plus attendre, Lucas, je me tourne vers vous. On a parlé d'intensification des risques, on a parlé d'instabilité géopolitique. Quel est l'état de la menace aujourd'hui et comment les entreprises réagissent face à ces menaces? Alors bonjour à tous, merci d'être là. En fait, c'est la question classique que les économistes sont appelés au contexte. Et c'est clair qu'il y a des contextes de supply chain qu'on connaît bien, notamment la géopolitique, parce qu'elle est toujours devant nous. On allume la radio, ou ma fille qui a 12 ans, elle regarde sur son téléphone. Et on a toujours des nouvelles qui, en tant que gestionnaire supply chain, ou en tant que supplier de produits, de services supply chain, sont complexes. Et donc la géopolitique avec la mer Rouge, avec les différents problèmes au libre-échange, etc., ça complexifie naturellement la supply chain et c'est le premier risque que tout le monde a en tête. Moi, comme économiste, je voudrais juste mettre le point sur l'économie, par contre, parce que ce qui se passe est un énorme glissement du pari-centre de l'économie mondiale vers l'Est. Et je ne suis pas sûr, en parlant avec tous nos clients, avec toutes les entreprises avec lesquelles je parle, qu'on est prêt à ça. Et là, je vois un risque, si vous voulez, moyen terme, peut-être, moyen-long terme. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va s'apercevoir qu'on n'est plus au centre du monde? Et ça, c'est les entreprises, mais c'est aussi les institutions.
Et moi, ce dont j'ai peur, c'est que ça va donner des tensions au libre-échange qui vont être à nouveau un autre risque, un nouveau step-up du risque pour les gestionnaires de supply chain. Donc regarder à ça, c'est très très important, et non seulement à la géopolitique qui par ailleurs est importante. Comment les entreprises réagissent à ça, c'est naturellement très intéressant. Vous voyez, moi je travaille chez Geodis et je fais ça au fait. Donc je cours quand les entreprises m'appellent et donc qu'est-ce qu'on va faire. Donc il y a une urgence que vous ressentez. Elle n'est pas toujours très structurée, cette urgence. Et donc il y a beaucoup à faire, mais il y a une urgence. Et donc c'est à nous, en fait, et c'est aux entreprises de continuer et de transformer l'urgence en système, en structure, en changement profond de comment faire la supply chain. Et ça, c'est mon travail de tous les jours, à aider nos clients à faire en sorte que ça devienne structurel et que l'effort va vraiment en profondeur. Alors, Thierry, je me tourne vers vous. Quelle est votre perception sur le sujet et comment finalement le premier groupe automobile français s'est adapté à ces menaces ces dernières années? Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, ces 3 dernières années, on a vécu des choses exceptionnelles. On a un enchaînement de méga-crises inédites et qui ont particulièrement impacté l'industrie automobile. Pour vous donner quelques exemples, tu l'as évoqué, Grégoire. Après le Covid, on a eu une méga-crise de manque de composants électroniques qui a impacté le marché automobile, qui s'est effondré. Ensuite, la guerre en Ukraine, Russie, qui a particulièrement touché le groupe Renault parce qu'on avait 2 grosses usines en Russie, beaucoup de fournisseurs, des très gros flux entre la Roumanie et la Russie. On fabriquait les mêmes types de voitures et ces flux traversaient l'Ukraine. Ensuite, tout le monde retrouve des composants, le marché automobile redémarre, mais catastrophe, on n'a pas assez de moyens de transport pour livrer nos voitures. Manque de camions, manque de bateaux et manque de chauffeurs parce que 30% des chauffeurs de livraison de voitures étaient ukrainiens et donc sont partis faire la guerre pour leur pays. Et là, aujourd'hui, on voit les effets de l'inflation, de la hausse des matières premières, de la hausse de l'énergie, qui fragilisent les fournisseurs qui ont des santé financières un peu délicates. Et on voit de plus en plus de faillites d'entreprises, de restructuration, qui est un nouveau événement de perturbation des chaînes d'approvisionnement. Et donc, ces enchaînements de méga-crises sur ces 3-4 dernières années ont finalement révélé les fonctions supply chain. On les a vues autrement. Dans beaucoup d'entreprises, ce n'était plus uniquement des fonctions qui font du transport, de la logistique, mais des fonctions qui devenaient hyper critiques, hyper stratégiques pour la continuité d'activité, pour le business, pour les revenus, pour la satisfaction client. Et si on regarde devant, on voit que le monde devient de plus en plus complexe. Lucas l'a évoqué. On voit que la géopolitique influence de plus en plus les supply chains. La crise en mer Rouge avec les Houthis qui déstabilisent totalement le marché du container maritime. On voit les dérèglements climatiques. Et donc, on s'attend, et on est certain que ce monde perturbé, chaotique, va durer pour longtemps. C'est ce qu'on appelle chez Renault le New Never Normal. Alors, face à ces doubles constats, des méga-crises qui s'enchaînent et ça va durer pour longtemps, chez Renault, on a eu trois enseignements, trois décisions. La première, ça a été de rattacher la supply chain au CEO du groupe. Avant, on était au manufacturing. Maintenant, on est rattaché à Lucas de Meo. Et ça, c'est pour permettre à la supply d'avoir une certaine neutralité, une indépendance dans l'entreprise pour faire des arbitrages SNOP. Sur quel véhicule j'affecte ces composants électroniques en pénurie. Quelle usine je dois fermer temporairement pour limiter mon stock de véhicules. Et on voit que quand les fonctions supply chain sont organisées end-to-end, ça devient des centres de décision de l'entreprise. Alors, ce n'est pas la supply qui décide, mais c'est la supply qui a la vision d'ensemble de ce qui se passe dans l'entreprise, des capacités fournisseurs, les clients, les produits, les capacités de transport, les matières premières, les capacités industrielles. Et on est capable donc de proposer ces optimums. La deuxième décision, c'était de dire, là, on en a marre d'enchaîner les crises, de subir le système, de travailler en mode pompier. Donc, comment on peut être plus en anticipation, plus en prévention, plus en management des risques. Et c'est ce qui a conduit à la création de mon poste qui n'existait pas il y a 1 an chez Renault, et j'ai une petite équipe pour faire ça. Et la troisième décision, c'était d'investir massivement dans le digital, dans la data, dans l'IA.
Donc c'est ce qui a été la genèse de notre métaverse industriel. Il y a eu beaucoup de communication du groupe Renault ces derniers mois là-dessus. On y reviendra, je pense, tout à l'heure avec des exemples. Et le métaverse industriel nous a permis de donner aux opérationnels des outils qu'on appelle des control towers, qui permettent aux opérationnels de piloter leur flux avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'efficacité, dans un contexte de plus en plus perturbé et risqué. Voilà. Alors, en synthèse, la fonction supply chain est un fondamental de la stratégie d'entreprise, parfois pas suffisamment intégrée dans justement les choix stratégiques des entreprises. Lucas, en votre qualité de stratège, quels sont les grands principes stratégiques que vous recommanderiez aux entreprises pour naviguer dans ce nouveau normal qu'expliquait à l'instant Thierry? Oui, bon, le premier, c'est, vous connaissez ces t-shirts avec Keep Calm? Oui. C'est Keep Calm. C'est la première phrase que je prononce quand on m'appelle, quand un directeur de supply chain m'appelle et me dit « Oh là là, j'ai eu le call de mon PDG, là, et il a écouté une émission à la radio, il a pris peur, là, il faut faire quelque chose, dis-moi ce qu'il faut faire. » Donc, Keep Calm. Au PDG aussi, Keep Calm. Parce que la supply chain, disait très bien Thierry, elle est stratégique. Donc il faut entrer, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la supply chain, ce n'est pas de l'exécution. Ou si dans une société, la supply chain n'est que de l'exécution, on a une perte de valeur incroyable. Parce que les silos, tout ça, personne ne se parle et il y a une perte de revenus et de profits potentiels. Donc la première chose, c'est la supply chain, c'est stratégique. La deuxième chose, c'est la supply chain est un système. Alors, je pense qu'on va en parler. La supply chain, ce n'est pas les critères pour la qualification des suppliers T-1. Ce n'est pas ça, la supply chain. Ce n'est pas ça, le management de supply chain. Le management de supply chain, c'est de comprendre que la supply chain est un système avec des feedbacks, avec des impacts qui viennent de l'extérieur, et comment ces impacts vont tout bouger, c'est ça l'art de la supply chain. Et pour ça, naturellement, il ne faut pas avoir hâte, il ne faut pas se précipiter avec des solutions, par exemple le French shoring, near shoring, c'est des mots qui maintenant sont très, très à la mode. Moi, je dis toujours, bon, keep calm. Est-ce qu'on regarde ces changements, la Chine, l'Inde au lieu de la Chine, etc., on va les regarder de façon stratégique. Le nearshoring et l'idée de décomplexifier la supply chain, de la rendre plus courte, oui, peut-être c'est la bonne chose à faire, mais est-ce qu'on a réfléchi si c'est la bonne chose de façon quantitative et de façon analytique? Par exemple, et c'est juste un exemple, ça va me prendre une minute, j'ai beaucoup de clients qui disent « Ah oui, il faut raccourcir la supply chain parce qu'on est très exposé au risque. » Donc, bienvenue dans le monde de risque, donc ça c'est bien. Par contre, raccourcir, la supply chain existe parce que la supply chain est une valeur pour l'entreprise. Ça crée de la valeur, parce que sinon elle n'existerait pas. Naturellement, ça crée du risque. Bonjour. Donc c'est bien. Et donc, une fois qu'on décide hâtivement d'accourcir cette supply chain, on est bien d'accord que la valeur va diminuer. Donc on sait que la valeur va diminuer. Est-ce que le risque va diminuer aussi? Point d'interrogation. En finance, moi je viens de la finance, il y a un risque qui s'appelle le risque de concentration. Et là, vous êtes viré immédiatement de la banque si vous faites un raisonnement comme ça. Le risque de concentration, c'est un risque énorme. Donc aujourd'hui, vous avez une supply chain qui est aussi en Chine. Vous mettez ce que vous avez sur la Chine sur la Pologne, parce qu'aujourd'hui, la Pologne, c'est l'ami, et donc c'est French-shoring, c'est nearshoring, c'est européen, c'est bien. Demain, si on a un problème en Pologne, ce n'est pas un problème de 5 en Chine, c'est un problème de 10 en Pologne. Donc il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Et pour moi, la clé, c'est ça, c'est-à-dire avoir une idée systémique de la supply chain, avoir une idée stratégique de la supply chain et calculer. Pour moi, l'aspect quantitatif est très, très important et on va en parler après.
Donc, un pilier axé aussi sur le digital. Donc, ça me permet de faire une belle transition avec Guillaume. Guillaume, Prewave utilise justement le digital comme pivot pour la gestion du risque. Quel besoin, finalement, l'intelligence artificielle vient-elle combler et comment cette brique vient s'intégrer dans les principes stratégiques, ou en tout cas les stratégies explicitées à l'instant par nos amis Lucas et Thierry? Bonjour à tous. Effectivement, on utilise beaucoup d'intelligence artificielle. Le but de l'intelligence artificielle, ce n'est pas d'être un phénomène de mode. Quand je discute avec des responsables supply chain de grands groupes, ils me disent « Guillaume, j'ai absolument pas besoin de data. J'ai toute la data qu'il me faut. Par contre, j'ai besoin qu'on m'aide à discerner la data qui va m'être utile dans ma stratégie, qui va être efficace, qui va avoir vraiment un impact. » Alors, comme il a été dit précédemment, on est dans des supply chains qui sont très globales, qui sont très fragmentées. Ça va impliquer qu'il y a énormément de latence. Et maintenant, on ne peut plus se contenter de regarder que ces fournisseurs de rang 1, parce que ces fournisseurs ont eux-mêmes des fournisseurs qui ont des fournisseurs, et ainsi de suite. Et il peut y avoir un impact perdu dans un fournisseur de rang 3 qui va mettre 2-3 mois, voire plus, à remonter sur mes fournisseurs directs et va avoir un impact sur mes opérations, généralement un impact négatif. Alors l'intelligence artificielle va aider à cartographier ce réseau, c'est important, parce qu'il y a énormément de data, mais il va falloir pouvoir valider, pouvoir détecter des relations entre les réseaux de fournisseurs. L'autre phénomène qui peut être géré par l'intelligence artificielle, c'est la détection des signaux faibles. Trop souvent, les risques dans une entreprise sont gérés par différents métiers. La partie IT va gérer les risques cyber. Je vais évaluer que telle entreprise peut poser un problème au niveau de la sécurité. Il va y avoir les services financiers qui vont eux-mêmes commencer à avoir leur avis sur la stabilité financière d'une entreprise, et ainsi de suite, les opérations aussi, etc. Et en fait, si on regarde le risque comme étant une succession de petits domaines de risque, on perd la vision globale et donc la partie stratégique. Donc, pour avoir une vision, on dit au niveau holistique, qui va être en fait de déterminer, d'identifier des signaux faibles qui peuvent commencer par des petits problèmes de droit du travail dans un fournisseur de rang 2 quelque part en Asie ou ailleurs, qui vont être significatifs, qui vont en fait, un peu comme en finance, ça se faisait beaucoup en finance sur la détection des signaux faibles, nous aider en fait à prédire qu'il va y avoir des problèmes industriels plus importants qui vont arriver. Donc c'est essentiellement de l'aide à la décision. Je crois qu'on est passé maintenant vraiment dans un élément très pratico-pratique de l'intelligence artificielle. On n'est plus du tout sur la période qui a été très mise à la mode avec ChatGPT, où tout le monde s'y mettait parce qu'il fallait s'y mettre. Nous, on voit des utilisations concrètes. Enfin, Thierry en est l'un des utilisateurs. Merci. Thierry, tout à l'heure, vous parliez de 3 grandes orientations. Intégrer la fonction supply chain management à la direction, rentrer dans une logique d'anticipation, également investir dans le digital massivement. Comment, finalement, chez Renault, ces principes, ces orientations se traduisent opérationnellement? Donc, effectivement, je peux citer quatre exemples qu'on a mis en place chez Renault qui ont fait un petit peu la rupture avec ce qu'on faisait précédemment sur le risque. Donc, le premier exemple, vous l'avez évoqué, Lucas et Guillaume, c'est de décloisonner l'entreprise et décloisonner la data. Si je prends le risque fournisseur, précédemment, chacun regardait dans son coin le risque fournisseur. Les achats regardaient le risque financier, la supply regardait les risques d'appro, la stratégie regardait les risques géopolitiques, mais personne n'avait la vue d'ensemble. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si un fournisseur cumulait plusieurs facteurs de risque. Donc la première décision, ça a été de construire un référentiel unique dans l'entreprise qui donne une vision holistique, multicritère, et que ce référentiel soit transparent et partagé par tous. La deuxième chose qui peut vous paraître assez simple, c'est de regarder les risques en business impact. C'est qu'on peut passer beaucoup de temps à prédire des probabilités d'apparition de risques, mais on va souvent se tromper et on sera souvent à côté des vrais sujets. Et donc, les risques, on les projette en business impact. Si ce fournisseur me plante parce qu'il fait faillite ou son usine est détruite avec un tremblement de terre, comment ça impacte ma production? Combien de véhicules je ne pourrai plus fabriquer? Comment ça impacte mes parts de marché, mes marges, mes clients? Et un autre exemple, si le canal de Suez se bloque, quelles sont les usines qui vont s'arrêter? Comment ça impacte mes ventes et mes profits? Et donc, en permanence, on projette les business impact, les risques des business impact, et on voit les choses totalement différemment. Et je peux vous donner un exemple.
on s'est aperçu qu'on avait des fournisseurs qui livraient des petites pièces automobiles que personne ne regardait. Vous voyez, des prises USB, des éclairages intérieurs, des pièces pas chères que personne ne regardait. Et pourtant, on a des sites de fabrication fournisseurs qui font 90% de nos volumes du groupe Renault. Et donc, on s'est dit, tiens, là, on est en train de regarder quelque chose différemment en termes de continuité d'activité et il faut qu'on s'attache à regarder non pas les gros fournisseurs, mais les fournisseurs les plus impactants. Le troisième exemple, c'est si vous devez mettre en place une équipe qui est chargée du de-risking, il faut alléger au maximum la gouvernance. C'est ce qui a été fait dans le groupe Renault, c'est qu'on a créé une équipe multimétier avec l'ingénierie, les achats, la supply, le manufacturing. Et cette équipe, elle a délégation du comité exécutif pour prendre les décisions. Donc elle a autonomie pour décider, le fournisseur A, il est trop risqué financièrement, je passe chez le fournisseur B. Là, sur cette commodité, je fais un double sourcing. Là, je fais du doubleur d'outillage. Là, j'augmente mes stocks de sécurité. Là, je fais un flux multimodal. Un flux bateau peut sécuriser un flux camion. Voilà, donc l'équipe a autorité pour décider. Évidemment, on rend des comptes régulièrement au comité exécutif, mais on va très vite pour prendre des décisions. Et vous savez, dans la gestion des risques, plus vous allez vite, plus vous avez l'avantage de prendre des capacités avant que d'autres industriels aient les mêmes besoins. Et la quatrième exemple, qui est un petit peu traditionnel, c'est de déployer la culture de management des risques à tous les étages, de l'opérateur logistique au big boss de la logistique. Et donc, pour prendre un exemple très concret, le management des risques fait maintenant partie des compétences, des profils de compétences des métiers de la supply chain, avec des degrés plus ou moins exigeants en fonction du rôle dans l'organisation. Et on déploie des modules de formation, on n'y est pas encore, on est en train de le travailler, pour que le management des risques soit vraiment dans les pratiques managériales au quotidien, dans les comportements de tous les gens. Et ça, voilà, c'est dans l'idée de la prévention et de l'anticipation. Alors, une approche plutôt en 4 étapes, on va dire. Lucas, est-ce que vous pensez que cette approche pourrait être un standard mais surtout, en fait, quels sont les points d'attention à avoir, selon vous, dans les approches de gestion de risque? Et alors, quand Grégoire m'a dit bon, on va parler des risques, je dis très bien, moi j'ai 3 ou 4 trucs que je veux dire, le message à passer très clair, Puis on en a parlé avant, et c'est exactement le message que Renault a fait. Donc je me suis dit, bon, c'est pas nécessaire que je vienne, mais bon, à la fin j'ai réfléchi à quelque chose. Donc, non, c'est fantastique ce que fait Renault, c'est exactement ce qu'il faut faire. Le recentrage de la supply chain dans la stratégie d'entreprise. Une dialectique entre les produits, entre l'innovation, entre la soutenabilité, entre la finance et la supply chain au même niveau. Ah oui, on y va tous. On peut continuer. Recrutement. Quelle solution? Donc c'est fantastique. Puis mon approche, c'est peut-être une approche biologique, en fait. Donc, quand tu parles de standards, j'ai toujours un peu de la peine aux standards. Donc, moi quand j'approche une entreprise, immédiatement, c'est une entité différente des autres, de toutes les autres. Donc, je suis très fan de l'approche de management stratégique biologique. Donc une entreprise, c'est vraiment une entité biologique qui est différente de tous les autres. Par contre, je n'ai pas un standard, mais j'ai 2 ou 3 points importants que j'essaye de faire passer. Le premier, c'est un point quantitatif. Donc moi, je viens de la finance, où le mot risque est un mot de tous les jours. Et c'est un monde qui est un chiffre. Le risque, pour moi, c'est un chiffre. Ce n'est pas 25 pages de PowerPoint avec des histoires qu'on me raconte sur la cybersécurité, etc. Tout ça, toutes ces 25 pages de PowerPoint, elles doivent sommer à un chiffre, s'additionner à un chiffre. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Le risque, c'est un chiffre. Il y a un chiffre en euros, un chiffre en tout ce que vous voulez, mais c'est un chiffre. Et au fait, le risque... pourquoi c'est un chiffre et pourquoi c'est important? Parce que moi, en tant que PDG, pas encore, mais bon, ça va pas tarder, moi, en tant que PDG,
je dois être capable de décider si un risque 7 me convient ou pas. Et si mon compétiteur a un risque 5 et moi j'ai un risque 7, c'est moi qui dois décider si je dois aller vers 5 ou si je prends quand même un peu plus de risque du compétiteur et je reste à 7 ou peut-être à 6 ou je veux prendre 4. Toutes ces décisions-là qui impactent le risque doivent être prises de façon avec un guidance en anglais, quantitative. Donc ça, c'est le premier point très, très, très important pour moi. Le deuxième point, c'est le long terme. L'intervention sur la stratégie de supply chain est une intervention de long terme. Alors, c'est fantastique ce que fait Renault, et ton métier, Thierry, est de le pérenniser et de faire en sorte que ça devienne le corps, un des corps de la stratégie de Renault. C'est exactement ça qu'il faut faire. Donc, pérenniser, avoir une vision de long terme. La supply chain, c'est compliqué. C'est pas j'arrête avec ce fournisseur parce que je l'aime pas, ou il vient de Chine, oh là là, la Chine, oh mon Dieu, ou le Bangladesh, oh là là, le truc, le Red Sea. C'est pas ça. C'est des femmes et des hommes, bon, il faudrait dire, dans le walk, il faudrait dire beaucoup plus de... Mais bon, des femmes et des hommes qui sont derrière une supply chain, des femmes et des hommes qui sont derrière les femmes et les hommes, comme tu disais, donc niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et tout ça doit être analysé dans son mécanisme, dans sa dynamique de long terme. Parce que pour changer, et Thierry le sait bien, pour changer une supply chain, même 2 ou 3 points, 2 ou 3 nœuds de la supply chain, on met facilement 2 ou 3 ans avant d'avoir une nouvelle chose qui marche. Donc si on ne réfléchit pas dans le long terme, comme tu disais, en prévention, c'est naturellement très important. Donc être en capacité de comprendre ce qui peut se passer, on ne va pas y arriver. On va pas, parce que puis on fait un truc, on prend une décision aujourd'hui, dans 3 ans elle est prête, et dans 3 ans on a une autre guerre ou une autre pandémie, un autre truc. Donc il faut vraiment avoir cette optique de long terme, et ça passe à travers une compréhension, un mapping de la supply chain et la prévision en analyse de scénario, qui est ma technique préférée. Alors, Lucas décrit la supply chain comme un organisme vivant, finalement soulignant son caractère dynamique et en constante évolution. Guillaume, quels sont les leviers pour vous pour piloter les risques supply chain ? Alors, essentiellement 2, je dirais. D'abord, la digitalisation, parce que pour pouvoir quantifier, on voit que certains de nos clients les plus mûrs vont exactement dans la même direction. Bon, Renault en fait partie. Pouvoir quantifier, il faut pouvoir digitaliser les process, et ça implique pas mal de changements. Toutes les entreprises n'ont pas ce degré de maturité, donc on commence à le voir de plus en plus. Je pense que c'est un mouvement de fond qui va s'installer. Ensuite, je pense qu'il faudrait aussi ne pas oublier que la supply chain commence, alors c'est pas tellement le sujet du salon, mais ça commence aussi par les achats. Et j'étais récemment sur un autre salon où j'entendais 2 directeurs d'achat qui me disaient, qui discutaient entre eux, j'ai juste entendu cette discussion. Oh là là, avant on nous demandait du prix, maintenant on vous demandez de devenir des gestionnaires de risque. C'est vous dire qu'il y a quand même pas mal de changements à être en place. Donc il faut augmenter la digitalisation, la collaboration, et regarder, comme Renault le fait, ce problème de A à Z et directement l'intégrer dans la stratégie. C'est quelque chose qu'on commence à voir. Mais la digitalisation est un process qu'il ne faut pas négliger et qui prend beaucoup de temps en fait. Donc la digitalisation, en fait, est un pilier pour vous trois de la stratégie de gestion de risque. Thierry, justement, cette digitalisation, comment elle se manifeste dans le groupe Renault ? Oui. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du métaverse industriel. Donc, dans le vocabulaire Renault, le métaverse, c'est le jumeau numérique qui existe dans beaucoup d'entreprises. Donc là, vous avez derrière moi la photo du terrain de jeu supply chain du groupe Renault, avec environ 60 000 rangs N, 4 000 rangs 1, 34 usines et 5 000 points de distribution de véhicules. Donc on peut être sûr qu'il va se passer quelque chose dans le monde qui va nous impacter à tout moment, c'est certain. Et donc notre jumeau numérique nous permet d'avoir une visibilité quasi temps réel de ce qui se passe sur ce terrain de jeu. Par exemple, pour les fournisseurs Tier N, Tier 1,
on essaye de tester les capacités de Prewave pour nous remonter de l'alerting. Des fournisseurs qui sont impactés par un événement climatique, des fournisseurs qui sont dans des grèves récurrentes, des accidents industriels chez Neuron-N qu'on ne voit pas toujours très rapidement, des fournisseurs qui ont des problèmes de compliance sur l'ESG. Donc tous ces événements, on essaye de capter ces signaux faibles et de prédire des risques. Sur le transport, vous voyez qu'on a 3500 camions ou conteneurs sur les routes tous les jours pour livrer les pièces en usine et 2000 camions pour livrer les voitures vers les dealers. Et donc on a des positions temps réel de nos camions. Toutes les 15 minutes, on a un point GPS. Et avec ça, on est capable de recalculer les ETA, les horaires d'arrivée usine, en fonction des événements qu'on peut avoir sur le trajet, de croiser les ETA avec les niveaux de stock en usine et de prédire des dates de rupture, de shortage. Et évidemment, le système a un peu d'intelligence pour proposer des scénarios alternatifs pour éviter la rupture. Donc, vous voyez, ces quelques exemples montrent alors beaucoup de masses de données. Là, un petit mot sur les control towers, beaucoup de masses de données. Et bon, digitaliser, c'est bien, mais il faut exploiter les datas. Et c'est ce qu'on fait avec les digital control towers. Vous voyez qu'on a 3 control towers qui couvrent tout le flux de la supply chain end-to-end. Et ces control towers permettent de donner aux opérationnels des outils qui permettent de prédire les risques à partir de signaux faibles internes ou externes. Je l'ai évoqué avec Prewave. Et également d'analyser des situations, de prioriser, d'agir et de décider. Et encore une fois, de décider extrêmement rapidement pour éviter que le risque se transforme en crise. Et on peut voir que ça a été une révolution où on a vu autrement la logistique chez Renault. Hein, c'est pas que du physique, c'est de la tech, c'est de la data, c'est de l'anticipation, c'est de la prévention. Voilà l'exemple. Alors, on vient de parler d'anticipation, d'approche holistique, de digital. Guillaume, quel message il faut retenir de tous ces échanges? Je dirais qu'il faut maintenant, travailler à ce que les supply chains soient saines, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent correctement, mais qu'elles soient aussi respectueuses de beaucoup de normes. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a beaucoup de régulations qui sont imposées par différents États. Aux États-Unis, on a par exemple la UFLPA qui va faire attention à ce que les produits ne soient pas liés de près ou de loin au travail forcé des Ouïghours. En Europe, là, il y a une loi qui est en train de passer, qui a un devoir de vigilance au niveau européen qui s'appelle la CS3D, qui va exiger, en fait, quelque part, des grandes entreprises qu'elles tiennent compte de leur supply chain profonde et essayer d'améliorer les process, non seulement opérationnels, mais aussi tout ce qui va être lié à, je dirais, l'ESG, comme on le nomme. Et c'est un vrai tsunami qui est en train de se mettre en place au niveau réglementaire, vu que chaque pays va adopter cette fameuse CS3D, qui est proche d'une autre qui s'appelle la CSRD. Et je pense que chaque pays, chaque continent va s'y mettre. Et de toute façon, comme ces signaux faibles, on parlait d'holistique, de rapport holistique au risque, on commence assez souvent en fait, par des problèmes de droit du travail qui vont déboucher sur des incidents industriels. Donc cette approche, de toute manière, elle est bénéfique parce que ça va aider les gens à vraiment améliorer leur process et avoir une vision beaucoup plus stratégique. Et je dirais qu'il faut aussi avoir des supply chains qui soient de plus en plus frugales et qui ne soient pas complètement orientés vers... le monde n'est plus ce qu'il était et on ne peut plus fonctionner comme avant. Il faut optimiser, mais dans le bon sens du terme, pas uniquement l'optimisation financière. Ok, alors merci. Frugal et désirable, Yann. C'est un clin d'œil à France Supply Chain. Merci pour votre témoignage. J'ai une question du public, je suis en direct. La digitalisation est un pilier, en effet, de la gestion de risque. Quels sont les autres leviers pour sécuriser la supply chain? Est-ce que quelqu'un d'entre vous... Oui, alors ce qui me vient à l'idée, effectivement, la digitalisation, je l'ai dit, à tous les étages. Mais c'est aussi du management, hein, je l'ai évoqué, c'est pas que de la data, c'est du management, c'est du comportement. Et on aura toujours des crises, hein, même si on a des outils hyper sophistiqués, on aura toujours des crises. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est être super pro pour la gestion des crises. Bon, chez Renault, on a réussi à sauver des situations, mais on n'a pas forcément beaucoup appris à l'issue de chaque crise. Et donc,
On a mis en place 2 initiatives. La première, c'est d'être extrêmement professionnel pour initialiser une task force de crise, d'avoir des processus très définis, très répétables et de ne pas improviser. Et la deuxième, c'est d'avoir des retours d'expérience systématiques. Par exemple, sur la mer Rouge, on a déjà fait nos TRETEX. Donc d'avoir des retours d'expérience qui nous permettent voilà, d'apprendre et d'améliorer peut-être notre cartographie des risques. Donc il y a aussi ces concepts. Et ça me permet de rebondir, peut-être vous en avez entendu parler, il y a plus fort que la résilience, hein, c'est l'antifragile, peut-être que tu connais Yann. Et donc une supply chain résiliente, c'est une supply chain qui résiste, qui s'adapte et qui revient au point de départ. Une supply chain antifragile, c'est une supply chain qui résiste, qui s'adapte, mais qui vient à un point amélioré. Hein, c'est-à-dire qu'à l'issue de la crise, on ne revient pas au point de départ, mais on a appris et on revient dans une position plus forte. Et donc voilà, c'est un petit peu la philosophie qu'on cherche à avoir, c'est d'apprendre des crises pour être plus performant, plus résilient. Merci Thierry. Une petite dernière question et après on va pouvoir rendre le micro. Guillaume, c'est une question au sujet de la CSRD. Très rapidement, parce que je sais que c'est un gros sujet. Quelles en sont les conséquences de cette nouvelle réglementation ? Et CS3D du coup. Voilà. La CSRD, c'est une partie reporting que doivent faire les grandes entreprises. La CS3D, c'est donc le devoir de vigilance qui va être instauré au niveau européen. Elle a été officiellement validée vendredi dernier. Maintenant, chacun des États va le transformer en législation. En fait, toutes les entreprises vont devoir évaluer l'impact nocif que leur supply chain peut avoir sur les économies d'autres pays. Et donc, regarder en profondeur ce qui se passe. Moi, je pense que ça va surtout aider à faire des supply chains plus saines. Hein, je veux dire, parce qu'on va arrêter de faire un peu, pas n'importe quoi, mais de choisir le moins disant, et donc d'avoir, je pense, une vision beaucoup plus globale de ce qui se passe. Je pense. Et je voudrais juste ajouter un mot peut-être par rapport à ce que Thierry disait, pour aller dans ton sens. Paradoxalement, je dirais qu'il ne faut pas trop faire confiance aux outils digitaux, même si je suis un éditeur logiciel, parce que, in fine, ce sont des êtres humains qui vont prendre des décisions, qui vont être comptables des actions qu'ils vont prendre. Alors, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur chez Prewave, parce qu'on explique toujours tous les chiffres qu'on va donner. Et c'est très important de ne pas oublier que ce sont des êtres humains qui vont utiliser nos outils et qui vont être comptables, qui vont rendre des comptes à leur direction. Tu l'expliquais très bien. Donc, digitalisation, oui, mais derrière, ne pas oublier que ce sont des humains qui vont s'en servir et qu'il faut accompagner ça de manière globale dans l'entreprise. Merci à tous. Merci, messieurs. Nous allons devoir laisser rendre nos micros et laisser la scène. Cette conférence a été filmée, donc vous pourrez la retrouver certainement sur le site ICTL. Nous avons noté les autres questions via le Bicast. Nous pourrons y répondre, en tout cas venir vers vous pour y répondre. Nous restons disponibles. Merci beaucoup.